Vincent, oui. Déjà, rapidement, Serma, pourquoi nous affichons en tant qu'experts, car notre mission, c'est de sécuriser et fidéliser les systèmes électriques d'information de puissance ou de télécom. Et nous intervenons sur différents items, que ce soit des expertises, de conseils de l'audit, de la mise en production. Nous avons aussi des équipes en industrialisation. Donc, tous ces aspects qui rentrent dans la fiabilité sont maîtrisés chez Serma. Tu passes, Vincent, rapide. Nous sommes organisés en business unit, une première qui s'appelle Conseil et Formation, dont fait partie Vincent. Et comme je disais, ce sont des gens qui vont vous apporter du conseil, du support dans la fiabilité de vos systèmes, mais pas que, dans la recherche de causes racines de défaillance, dans l'assemblage des composants sur les cartes électroniques et sur les recherches de causes racines, comme je le disais, et aussi l'obsolescence, car avant de concevoir, il faut s'assurer que le composant soit disponible avant de finir la conception. Ces équipes s'affichent sur des équipes d'analyse physique et des analyses électriques. Donc, les business units tests électriques vont mettre des solutions en place pour justement répondre au plan de fiabilisation élaboré par l'équipe de Vincent. Des équipes d'analyse physique vont venir justement apprécier comment caractériser le composant électronique, comment évolue physiquement le composant dans le temps. Et donc, nous allons du système, la carte, le composant, la rasure et le matériau, où Céline intervient régulièrement dans les projets. Vincent, Oui, je voilà, vais, je te reprends. oui, je vais reprendre. Merci Constant pour l'introduction. Je vais reprendre la main. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais, parfait. Bien. Donc le plan qu'on va dérouler, ça va être d'abord de vous présenter notre approche et notre périmètre d'intervention. On a préparé une introduction à la nouvelle mobilité, les différents produits et les problématiques auxquelles on peut faire face sur ces produits. Ensuite, on va vous parler de notre approche de fiabilisation, donc par rapport à ces produits-là. Et puis, on fera à la fin de la présentation une introduction à la maintenance prédictive. Une petite note par rapport à cette présentation, on a beaucoup de photos qui ont été incluses, qui sont simplement des photos d'illustration qu'on a prises sur le web pour illustrer un petit peu tout ça. On travaille beaucoup pour des clients, donc on ne peut pas montrer des résultats confidentiels clients. Donc c'est pour ça on illustre et puis vous verrez les commentaires qu'on peut apporter par rapport à tout ça. Donc, notre approche, il y a une première chose, donc on s'appelle Serma Technologies, et vraiment le cœur de tout ce qu'on fait, ça tourne autour de la technologie des composants électroniques, des batteries, des systèmes photovoltaïques et de l'hydrogène aussi. Et donc à partir de tous ces sous-ensembles, on va être capable de faire ce type de diagramme. C'est-à-dire qu'on va être capable de lier l'aspect matériaux. Donc ici, c'est un exemple sur des panneaux photovoltaïques, mais on est capable de le faire sur des composants électroniques ou sur des batteries ou sur tout un tas de systèmes. On va être capable de lier les matériaux aux contraintes. Donc ici, dans le cadre d'un panneau photovoltaïque, les contraintes seraient les rayonnements UV, la chaleur ou l'humidité. Et donc ces contraintes vont agir sur ces matériaux et vont créer ce qu'on appelle des mécanismes de défaillance qui vont avoir un effet fonctionnel sur les systèmes. Donc, ce type de diagramme, c'est ce qu'on est capable donc, de créer sur n'importe quel composant électronique ou batterie, et c'est ce qui va être le cœur de ce qu'on va utiliser pour toutes les activités, soit de fiabilisation, soit de compréhension des raisons des pannes sur ces systèmes. Donc on a la compétence de faire ça, et on va la lier évidemment à des compétences en moyens d'investigation, que ce soit macroscopique ou microscopique, avec des moyens de type microscopie, du FIB, de XPS ou des techniques d'analyse de surface qui sont très poussées pour nous permettre de rentrer dans la matière et d'aller voir réellement ce qui se passe à l'intérieur et de comprendre le lien entre donc, ces matériaux, ces contraintes et les mécanismes de défaillance, et puis à la fin, les effets qu'on constate sur ces systèmes-là.
Je vais passer au slide suivant. Au niveau de notre périmètre d'intervention, en fait, ici, on a représenté le cycle de vie complet d'un produit. Donc, on va retrouver les différentes phases. En partant de la gauche, on a les phases de conception. On part d'un schéma électronique. On va commencer à produire des premiers prototypes de la carte qu'on va assembler. Donc là, on est vraiment dans les phases de conception-production. On va avoir une deuxième phase où on va être plutôt dans une phase de fonctionnement terrain de notre produit avec des utilisateurs qui utilisent le produit. Et enfin, des phases où il peut y avoir des incidents. Et nous, donc, on peut agir sur tous ces aspects temporels du cycle de vie d'un produit. Aujourd'hui, avec différents types de supports, aujourd'hui, on ne va pas présenter toutes les activités sur lesquelles on peut travailler, mais on a essayé de cibler, c'est les activités qui sont en bleu. Donc, on va vous présenter ce qu'on peut réaliser en analyse de risque dans le domaine de ce qui s'appelle le DFX, donc l'aspect industrialisation notamment, l'aspect design pour la fiabilité. On va vous présenter ce qu'on peut faire en définition de plan d'essai de fiabilité sur mesure et puis ce qu'on fait également en maintenance prédictive donc sur ces systèmes. On ne parlera pas aujourd'hui de tout ce qui est analyse de défaillance et analyse de cause racine qu'on a laissé de côté pour le temps qu'on avait imparti aujourd'hui. Au niveau donc de la nouvelle mobilité, en termes d'introduction, ici vous avez des photos de produits différents qu'on voit partout dans les rues. Donc par rapport à tous ces produits, ce qui est vraiment assez bluffant en ce moment, c'est l'aspect design et technologies innovantes qui sont appliquées à ces produits-là. On voit des choses, des espèces de vélos, scooters avec des designs vraiment super sympas visuellement. On voit des overboards, on voit des trottinettes électroniques qui évoluent. On commence à voir tout ce qui est taxi volant à l'échelle du prototype ou transport de colis avec des drones. On voit des skateboards aussi qui sont électriques. On voit également des petits scooters. Enfin, c'est quelques exemples des produits liés à la nouvelle mobilité qu'on peut voir fleurir. Et donc avec des designs qui sont toujours plus innovants, toujours plus jolis esthétiquement. Un time to market, donc des délais de mise sur le marché qui sont de plus en plus courts avec énormément de concurrence dans le domaine. Et puis au niveau business model, des choses qui sont de plus en plus nouvelles finalement qui sont créées et notamment tout ce qui est deuxième vie de ces produits-là. Beaucoup de sociétés travaillent sur la deuxième vie, la réparation de ces produits, comment enlever la partie batterie et garder que la partie électronique. Ou comment donc augmenter la durée de vie de ces produits qui peuvent avoir des durées de vie qui sont relativement courtes. C'est un peu dommage d'avoir conçu, fabriqué et vendu un produit qui peut être relativement cher et puis que celui-ci n'ait qu'une durée de vie que de quelques années, par exemple. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent là-dessus. Donc, tout ça, c'est plutôt positif et c'est un marché qui est très, très vivant. La partie un peu plus difficile à gérer, c'est tout ce qui est normatif. Donc il y a des normes qui sont en constante évolution sur le sujet, mais c'est encore bien moins normé que dans les domaines classiques que sont le ferroviaire ou l'aéronautique ou l'automobile où tout est déjà bien figé et bien normé. Dans ces domaines-là, il y a des choses qui existent, mais ça évolue et ça a parfois du mal à suivre l'évolution des produits. Les produits ils sont aussi multi-acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui prennent le BMS d'un côté, des cellules d'un autre, qui vont assembler ça, qui vont mettre ça sur un produit qu'ils achètent sur encore une autre société qui fait par exemple le skateboard. Et ce qui fait qu'on a peu de gens finalement qui ont la maîtrise complète des produits, donc de tout ce qui se trouve à l'intérieur des produits. Donc ça, c'est un risque aussi à prendre en compte et du dérisking, de l'analyse de risque à faire au niveau de la conception de ces produits et de la fabrication pour éviter les problèmes après. Et puis le dernier point que j'ai noté ici, c'est qu'ils sont tous basés sur, ou la plupart en tout cas, sur des batteries. Donc qui dit batterie dit une énergie quand même assez importante disponible. Et le fait que finalement, il y ait des normes qui soient pas forcément, qui ne suivent pas assez vite l'évolution de ces produits, le fait que ce soit multi-acteurs, et que donc du coup ça veut dire des risques importants plus une énergie disponible rapidement avec les batteries fait que c'est des objets qui ont tendance, et on le voit dans les médias assez régulièrement,
qui ont tendance à, si on maîtrise pas tout ça, à partir assez vite avec des petites fumées quand ça se passe bien et avec des grosses fumées quand ça se passe un peu moins bien. Donc notre approche de fiabilisation qu'on déploie à CERMA, on l'appelle donc la fiabilisation par la technologie. Et en fait, on va s'intéresser, en fait, on va se dire qu'un système, donc là, on a une image d'une carte électronique, mais ça peut être une carte électronique avec son système de batterie. Sa fiabilité, ça va être lié à la fiabilité de chacun de ces petits composants, donc les composants électroniques, les cellules des batteries. Ça va être lié au design et à l'industrialisation de cette carte. Ça va être lié également à la maîtrise des procédés de fabrication, donc tout ce qui est ligne d'assemblage de la carte électronique. C'est un point à pas oublier, à ne pas négliger. Et puis finalement, c'est également lié évidemment à l'utilisation que va faire l'utilisateur final du produit. Évidemment, ça aussi, ça a un impact sur la fiabilité de l'ensemble. Donc une fois qu'on a cette vue d'ensemble, on va vous présenter donc la méthodologie qu'on déploie avec une première partie où on va regarder tout ce qui est profil de mission, profil de vie. Donc je vous montrerai à quoi ça correspond. On va faire des analyses de risque sur les éléments. On va construire une filière d'évaluation ciblée qui va nous permettre de fiabiliser le produit. Et puis à la suite de ça, on va faire une analyse et une synthèse des résultats. Bien sûr, ce flow ici, c'est un flow qui part d'un projet à concevoir, où on aurait la main sur toutes les étapes. On peut le phaser en fonction de l'état du projet et des objectifs du projet. On peut débuter à différents endroits en fonction de l'état d'avancement du projet et de la façon dont le projet est construit. Si on n'a pas la main sur toute la conception, par exemple, on peut intégrer le projet à différents endroits. Donc cette partie, la première étape donc d'analyse et définition du profil de mission, le but, ça va être d'identifier et de dimensionner les paramètres qui peuvent avoir un impact sur la fiabilité des technologies. Donc, dit comme ça paraît assez simple. On va travailler sur deux choses, ce qu'on appelle le profil de mission et le profil industriel. Le profil industriel, c'est la partie que vous voyez ici. C'est tout ce que le produit va voir dans ses étapes d'assemblage, d'intégration, de stockage, jusqu'à ce qu'il arrive dans les mains de l'utilisateur final. Et en fait, cette phase est souvent sous-évaluée. Et il se passe dans cet environnement industriel, on a beaucoup de contraintes, que ce soit de décharge électrostatique, de choc, de température, humidité, des profils de brasage pendant l'assemblage. Également, j'ai noté le stockage, notamment pour tout ce qui est produit batterie, avec du vieillissement calendaire qui peut se passer sur les cellules. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on se pose la question de la fiabilité des produits qu'on souhaite mettre sur le marché. Et puis après, on essaie de récolter les informations sur l'environnement utilisateur. Donc, quelles vont être les contraintes thermiques, mécaniques, électriques, humidité, trois petits points qui vont être mises sur le produit. Et on va en tirer tout ça des grandeurs physiques qui vont nous aider après à définir les essais qu'il va falloir mettre en place pour fiabiliser le produit. En parallèle de ça, on va travailler sur les objectifs de fiabilité, quelle est la durée de vie souhaitée, est-ce qu'il y a un taux de défaillance à l'installation qui est souhaité, les critères de maintenabilité. On va essayer pareil d'obtenir des objectifs, enfin de se mettre des objectifs sur chacun de ces thèmes. Donc le but, ça va être donc d'avoir tous ces paramètres d'entrée qui vont nous permettre de faire les analyses de risque derrière et de choisir les essais qu'on va faire. Je vous ai mis quelques petites illustrations, un process d'assemblage manuel d'une carte qui peut créer des contraintes thermiques, notamment sur certains composants. Le fait que sur la partie mission, on se pose la question de savoir où le produit peut être utilisé, quels sont les profils thermiques dans les différentes zones, par exemple sur cette carte de France, ou les profils d'ensoleillement, ou les profils de tout ce qui va pouvoir générer des contraintes en fonction du produit qu'on a. Et puis une photo de ce qu'on peut être amené à faire avec un vélo notamment. Donc ce serait des contraintes, ici en l'occurrence mécaniques, qui pourraient être mises sur la partie électronique de ce vélo. Ça, c'est la partie collecte d'informations finalement. Une fois qu'on a fait ça, on va faire des analyses de risque. Donc j'ai choisi de vous passer la partie pure design. On est capable de regarder les schémas électroniques et de faire une analyse critique du design.
c'est pas quelque chose que je vous présenterai parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. J'ai choisi plutôt de cibler les analyses de risque et de vous présenter ce qu'on peut faire sur les composants et sur la partie industrialisation. Donc sur la partie composants, l'idée c'est donc sur chacun des composants qui sont sur une carte électronique, de lister les risques qu'il y a d'utiliser tel ou tel composant en fonction des technologies, et les risques, on va les classifier en risques design, process ou utilisation, avec des recommandations par rapport à chacun des risques qui a été identifié. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît les mécanismes de défaillance, on croise ces mécanismes avec la façon dont les composants sont utilisés, et on est capable de proposer des recommandations, déjà de classer les risques, donc de faire une analyse de risque, et de recommander soit des changements de composants, soit d'autres façons de gérer les composants avec la colonne ici de recommandations. Ça, c'est une matrice qu'on crée sur chaque produit et qui est basée sur le retour d'expérience qu'on a au laboratoire. Ici, je vous ai mis un petit exemple pour ramener le sujet sur vraiment la mobilité. C'est une carte d'un BMS d'un vélo. Donc d'un vélo électrique, sur lequel, d'un point de vue design, malheureusement, il y avait des capacités céramiques en technologie standard qui étaient en direct sur la batterie. Donc quand c'est des composants dont on sait que la techno est sensible à tout ce qui est problématique de mécanique, flexion de PCB, et qui a tendance à fissurer assez rapidement si on ne maîtrise pas notamment l'intégration et l'assemblage de ces composants. Et en plus de ça, c'est des technologies qui ont tendance à pouvoir mourir, entre guillemets, en court-circuit. Donc si on choisit ce composant qui est sensible, qui peut terminer en court-circuit, et qu'on le met sur la batterie, on peut se retrouver avec des problèmes de donc, grosse énergie qui est libérée, et en plus c'est un composant qui a la faculté de tenir le court-circuit longtemps, donc qui peut générer des PCB qui brûlent si jamais on n'a pas maîtrisé toutes les étapes amont, et là c'est vraiment un problème de design. Le problème, c'est que on peut, donc là, la photo, on voit ce PCB qui a brûlé, et c'est pas celui qui a brûlé le plus fort forcément. Mais la problématique, c'est que des fois, ces défauts, c'est vraiment des défauts latents. Donc, ils sont générés pendant les étapes de process et d'assemblage. Par contre, ils ne sont révélés qu'en conditions terrain, une fois qu'on a mis un tout petit peu plus de contraintes mécaniques ou quelque chose qui a fait que ça déclenche. Et c'est seulement là qu'on le voit, alors que tout s'est bien passé précédemment. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum en faisant ce type d'analyse de risque en amont pour éviter que les choses ne soient découvertes que trop tard. Voilà pour la partie composants. En termes de DFX, l'acronyme DFX, on a essayé de le résumer ici. DFX, c'est pour Design for X, et le X peut être remplacé par un M pour Manufacturing. Donc là, c'est la partie industrialisation. Pour Test aussi, Design for Test. Design for Reliability. Donc le but, c'est de concevoir dès le début des produits qui soient fabricables facilement, qui soient fiables, en choisissant les bons composants, en choisissant les technologies d'assemblage. Donc là, on a tout un tas d'activités qui va être liées à cet aspect-là de DFX, en choisissant les composants pour les monter, pour avoir que des montages en surface, par exemple, pour que tout se fasse en automatique. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, on a un produit qui soit facilement assemblable, qui soit répétable, et qu'on ait le moins de variabilité process possible. Une petite note ici à laquelle j'ai pensé en faisant la présentation, c'est que donc là on est dans la partie design, donc c'est quand on a la chance de faire la conception. Si on est un utilisateur d'un produit qui est déjà conçu, on peut utiliser les mêmes compétences de façon à faire des analyses de risque par rapport à la façon dont ça a été conçu, et de définir des opérations de dérisking par rapport aux risques qui ont été identifiés, avec certains d'entre eux que je vous montre ici, des choses assez classiques, mais des capacités céramiques, je vous l'ai dit juste avant, qui sont sensibles aux contraintes mécaniques, avec une bonne grosse vis juste à côté, ça c'est pas forcément terrible. On voit parfois des composants du type, c'est des petites résistances céramiques aussi, avec des pointes de test qui sont venues directement taper dans les joints de brasure. Donc ça, c'est pas super non plus. On aurait pu prévoir des pointes de test dédiées pour aller faire le test. Et puis, dans la partie industrialisation, on peut être amené à faire des vérifications, notamment en plaçant tout ce qui est jauge de contraintes pendant des opérations, soit de passage dans les fours, soit d'intégration, de façon à vérifier qu'il n'y ait pas de contraintes mécaniques trop fortes sur les PCB qui induiraient du coup des risques de défiabiliser soit les joints de brasure, soit les composants. C'est des choses qu'on peut faire en analyse de risque.
Voilà pour la partie analyse de risque. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va passer à la phase de construction d'une filière d'évaluation ciblée. Donc, on va avoir compris quels sont les risques du produit et on va définir des essais dédiés aux objectifs de fiabilité du produit. Pour ça, on va raisonner suivant 4 axes. Donc, le premier va être l'axe qu'à peu près tout le monde fait, qu'on appelle, nous, l'axe de qualification ou de performance. Le but de cet axe, c'est d'aller vérifier que le produit répond aux spécifications qu'on lui a données. Donc là, on reste dans les spécifications et on vérifie la fonctionnalité du produit dans ses specs. C'est ce que n'importe quel concepteur ou vendeur d'un produit fait de façon classique. Après, il reste 3 autres axes finalement. Donc, le premier, tout le monde le fait. Le deuxième, c'est un peu moins fait, mais c'est quelque chose qui est très important, c'est d'aller regarder ce qui s'appelle la robustesse d'un produit. La robustesse, en fait, c'est la faculté d'un produit de résister à des contraintes ponctuelles. Donc ici, par exemple, sur la photo, je vous ai mis sur un vélo. Une contrainte ponctuelle, ça peut être par exemple un choc mécanique. Pour imager un petit peu ce qu'est la robustesse, on peut se dire bah, sur ce vélo, s'il fait un saut avec son électronique, un saut de 1 cm de haut ou en tombant d'un tout petit trottoir, est-ce que ça résiste? C'est bien. S'il fait un saut de 50 cm, c'est encore mieux. S'il arrive à faire un saut de 3 mètres, ça montre la robustesse mécanique de ce système. Et ce concept de robustesse, bien sûr, c'est pas seulement sur les chocs. On va l'appliquer à toutes les contraintes qui sont mises sur le système, des contraintes notamment thermiques, des contraintes vibratoires, des contraintes d'humidité si c'est important et si c'est un risque. Et le but donc de ces opérations, c'est de faire ce qu'on appelle du step stress, donc de monter progressivement les contraintes jusqu'à détecter les casses. Donc on va apprendre deux choses, on va apprendre les marges. Donc ça c'est important de savoir quelle marge on a par rapport à la spec. Et la deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui casse et est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut améliorer le design en ayant du coup détecté un point faible du design. La photo que vous voyez sur la droite ici, c'est la photo d'une enceinte halte qu'on peut utiliser pour ce type d'essai. Ça nous permet d'adresser notamment tout ce qui est cyclage thermique très rapide avec des pentes de 60 degrés par minute dans ce type d'équipement. Vibration en même temps dans l'enceinte. Donc ça nous permet de faire des essais soit thermiques très très durs, soit vibratoires aussi très très durs, et du combiné également. Donc c'est un outil, c'est pas le seul, mais c'est un outil qui nous permet de faire ce qu'on appelle robustesse. Le troisième axe, donc là si je reprends mon exemple des chocs, le troisième axe, on va parler durabilité, et là c'est vieillissement dans le temps. Donc si là on essayait de regarder sur un choc mécanique jusqu'à quelle hauteur le vélo il peut tenir, l'axe durabilité, on est plutôt en mode Paris-Roubaix, où on essaye de regarder sur l'électronique bah, tout un tas de petits chocs sur des pavés. Combien de temps toutes les technologies qui sont dans mon système vont pouvoir tenir des sollicitations dans les specs, mais répétées. Et on va regarder donc tout ce qui est vieillissement dans le temps. Donc ça, c'est un exemple sur de la mécanique pour imager un petit peu le propos. Mais on peut imaginer qu'en termes de vieillissement, on va avoir tout ce qui est aussi phénomène de corrosion avec la présence d'humidité ou ce genre de mécanismes qui prennent du temps pour être révélés et activés. Ça, c'est le troisième axe sur lequel on peut travailler. Et le quatrième axe pour fiabiliser un produit, c'est l'axe process ou variabilité. Donc là, toujours pareil, si on reprend le vélo, eh ben, on se dit que sur les 5 ou 6 vélos qui sont alignés, finalement, ils vont tous avoir une certaine variabilité dans leur fiabilité. Donc c'est un point aussi qu'il va nous falloir adresser de façon à être sûr qu'il n'y ait pas un vélo qui puisse fonctionner pendant, je ne sais pas, des milliers de kilomètres et un autre qui, au troisième kilomètre, va tomber en rade parce que son électronique ne fonctionne plus ou sa batterie ne charge plus. Donc par rapport à cet axe robustesse, quelques exemples de ce qu'on a pu détecter sur des produits à vocation du coup mobilité. L'exemple de gauche, c'était un ruban qui fait la connexion entre un PCB d'un BMS et la partie cellule qui s'était rompu lors d'essais mécaniques. Et puis sur la partie de droite, vous avez ça c'était sur un convertisseur. On avait une petite connexion de Sense qui s'était également cassée pendant des essais combinés cyclage-vibration, pendant un des essais qu'on avait mené. Sur la partie durabilité et vieillissement dans le temps,
On va donc construire des filières d'essais. Ces filières, comme je l'expliquais, elles vont se baser sur des matrices de ce type-là. On va, dans la colonne de gauche, lister les composants, les technologies et les mécanismes de défaillance de chacun des composants. Et on va avoir, dans la partie supérieure de la matrice, les contraintes, donc le profil de mission, le profil de vie de notre système. Donc les contraintes vont être la thermique, l'humidité, les vibrations, les cycles, les contraintes de ESD et toute la partie donc, profil industriel et profil de mission que je vous ai présenté précédemment. Le but, c'est de remplir donc, cette matrice en mettant les croix aux bons endroits, c'est-à-dire les croix où les contraintes vont pouvoir déclencher des mécanismes de défaillance particuliers. Une fois qu'on a fait ce travail de matrissage, on va simplement aller choisir les essais en fonction qui croisent le plus de mécanismes. Si on a la chance de pouvoir faire les essais sur tous là où il y a chacune des croix, ben, on va faire des essais sur chacun des types d'essais. Si on doit choisir pour des contraintes de temps ou de budget, on va aller choisir les contraintes qui croisent le plus de risques possible de façon à dérisquer au maximum notre produit. Donc tout ce travail en amont nous permet derrière de créer des filières de vieillissement qui vont nous permettre de dire il faut réaliser tel type d'essai en température humidité sur tel nombre de pièces pendant tant de temps et enchaîner avec tel autre type d'essai. Ça nous permet de construire des filières d'essai. Et puis un dernier petit commentaire sur cette partie filière d'essai. On va être capable aussi de capitaliser si on a fait de la robustesse précédemment. Donc dans l'exemple qui est ici, on avait réalisé de la robustesse, on était allé au-delà des spécifications en termes de température et on savait que le produit était relativement robuste et on a fait une phase donc d'essai durabilité par la suite où on a volontairement fait des essais en spec d'abord, puis au-delà des specs, de façon à, dans un temps limité, être capable de simuler 40 ans de durée de vie. Ça, c'était sur un convertisseur pour du ferroviaire, et de façon à simuler beaucoup plus rapidement les 40 ans en essai accéléré en température. Voilà un petit peu sur la méthodologie de création de nos plans d'essai. Et je vais passer la parole à Céline qui va vous décrire un petit peu. Je suis resté sur la partie définition des essais et les aspects fonctionnels de ce qu'on cherche à voir. Et là, on va passer du coup au complément que peut nous apporter les techniques d'analyse de matériaux. Donc en plus du fonctionnel qu'on va vérifier nous pendant ces essais de fiabilité. Tout à fait, merci Vincent. Effectivement, on peut compléter ces tests fonctionnels avec des analyses de matériaux. Alors ici, on vous a représenté quelques exemples non exhaustifs, bien évidemment, sur les essais matériaux qui peuvent être faits. Donc on va pouvoir notamment regarder les phénomènes de corrosion sur les PCB qui peuvent être liés à des résidus de flux. Nos experts vont également regarder la migration de métaux sur les PCB et puis on aura également la possibilité de regarder des brasures bien évidemment sur coupe et notamment on va regarder spécifiquement l'état de la brasure, rechercher des cracks avant et après test de vieillissement comme présenté ici sur la slide. Si on passe sur la slide suivante, si on souhaite aller un petit peu plus loin au niveau de la chimie des matériaux, ici on vous a représenté une étude de cas sur l'évaluation de l'efficacité d'une batterie. Et notamment, on souhaitait regarder et contrôler les électrodes. Pour cela, on a utilisé la spectrométrie à décharge luminescente pour faire des profils élémentaires en profondeur de façon à regarder la diffusion du lithium entre les électrodes lors des cycles de charge et de décharge. Donc ça nous permet vraiment de contrôler ces électrodes. Si on passe sur la slide suivante, voilà, on va maintenant plutôt regarder, comme l'évoquait Vincent, l'axe process, c'est-à-dire qu'on va s'atteler à la notion de viabilité. Notamment, on va utiliser différents outils. Le premier outil va être consacré à l'outil FIRA, qui est Physical Risk Analysis. En général, il faut savoir que les clients, avant de nous envoyer leur carte, vont faire des tests électroniques chez eux, mais parfois il est nécessaire, comme l'évoquait Vincent, d'avoir une idée, savoir s'il n'y a pas des défauts en amont qui seraient latents
Pour cela, on va faire une expertise physique, c'est-à-dire qu'on va utiliser différentes microscopies de façon à faire une photo à un instant donné et regarder, par exemple, s'il n'y a pas de soucis, notamment au niveau du process d'assemblage. On va également pouvoir faire des audits techniques, c'est-à-dire qu'on va regarder la chaîne de fabrication et à chaque étape, on va pouvoir noter les différents points forts et les différents points faibles. Et également, il sera possible d'aller un petit peu plus loin ou en complément et faire également des analyses matériaux qui seront ciblées sur des problématiques, notamment sur des premiers prototypes. Si on passe sur la slide suivante pour illustrer aux matériaux, je vous ai représenté ici la problématique du blackpad, notamment, c'est-à-dire les défauts de soudabilité de composants sur PCB. Alors, il faut savoir que des fois, on ne voit pas les défauts et il est nécessaire d'utiliser des moyens analytiques qui nous permettent de mettre en évidence certains défauts. Et en l'occurrence, ici, on a regardé les différents traitements de surface sur le pad et on a utilisé un moyen analytique qui nous a permis de creuser à travers le traitement de surface et de regarder notamment s'il n'y avait pas de contamination ou de défaut au niveau des interfaces. Ce qui nous a montré, c'est qu'ici, on avait une présence d'oxydation du nickel à l'interface entre l'or, la couche d'or, et la couche de NiP. Donc finalement, la finalité de ces analyses est de pouvoir voir s'il n'y a pas des problématiques au niveau des bains chimiques qui sont réalisés ou au niveau du process de métallisation. Si on passe sur la slide suivante, on a vu à travers le discours de Vincent qu'on utilisait des gros convertisseurs de puissance, des batteries. Et parfois, il se trouve que lorsque on regarde ces convertisseurs ou ces batteries, on observe des particules qui peuvent être micrométriques, millimétriques, mais parfois qui ont leur importance puisque ces particules peuvent provoquer des courants de fuite en surface ou des courts-circuits ou même voire des départs de feu. Et il est important déjà de les identifier, de regarder la propreté particulière sur une carte, d'identifier les particules, de les mesurer et également d'avoir une identification chimique de ces particules. Pour cela, on va utiliser différents moyens analytiques, microscopiques comme l'optique, le microscope électronique à balayage, le microscope infrarouge, qui vont nous permettre vraiment d'avoir une cartographie chimique exhaustive. Et il faut savoir que ces méthodes analytiques sont en plus accréditées COFRAC au niveau de CERMA Technologies, ce qui nous permet vraiment d'avoir une méthodologie extrêmement rigoureuse. Et la finalité de ces propriétés particulières, c'est parfois de mettre des critères d'acceptabilité de cette propreté au niveau des cartes électroniques. Donc, certains de nos clients nous demandent de faire un petit peu cette défautech pour pouvoir mettre ensuite ces critères d'acceptabilité. Si on passe sur la slide suivante, Vincent va maintenant vous parler de la dernière étape de sa méthodologie, notamment l'analyse et la synthèse des résultats. Merci Céline. Donc effectivement, on a vu toutes les analyses de risque, la définition des essais, on a réalisé les essais, on a donc fait du fonctionnel plus de l'analyse matériaux pour aller évaluer ces deux aspects qu'on essaie de mener toujours en parallèle. Et donc on arrive à la synthèse des résultats. Cette synthèse, elle va nous permettre de définir les plans d'action qui peuvent être des changements de composants, des qualifs supplémentaires par rapport à un risque qu'on a vu. On peut se poser la question aussi d'un déverminage potentiel, si on a vu des défauts qui n'arrivent que dans certains cas et pas dans d'autres, et qu'on a mis en évidence que c'était des défauts de jeunesse, on peut être amené parfois à mettre en place un déverminage parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'attraper les défauts de jeunesse. Et puis on peut aussi mettre en place des politiques de contrôle d'entrée composants, de maintenance système, de suivi de l'EMS, donc le fournisseur de l'assemblage des cartes électroniques, en fonction de tout ce qu'on aura trouvé dans les analyses de risque et dans les essais qu'on aura menés. Donc, en conclusion, par rapport à cette méthode, les avantages, c'est qu'elle est appropriée par rapport donc, aux différents risques, avec des outils qui s'adaptent en fonction des risques composants, process ou design. Elle est vraiment ciblée à l'application, donc on est toujours... la première des choses qu'on fait, c'est de récolter les infos, comme je vous le présentais, de profil de mission. Donc, elle est toujours très ciblée. Et elle va du coup permettre d'évaluer les risques liés à l'environnement utilisateur, aux procédés industriels, aux défauts extrinsèques des composants et aux technologies.
L'inconvénient ou la difficulté, c'est que elle nécessite de faire une bonne analyse de l'environnement, donc la partie profil de mission, des procédés industriels, et elle nécessite aussi d'avoir de bonnes connaissances en technologie composants et en donc POF, l'acronyme de Physics of Failure, donc en physique de la défaillance, savoir quelles vont être les contraintes par rapport à chacune des technos, quelles vont être les contraintes qui feront défaillir les technologies. C'est vraiment la clé et le cœur de ce qu'on fait. Voilà pour la partie fiabilisation. Donc on arrive dans la dernière partie de la présentation où on va vous montrer en introduction ce qu'on réalise en maintenance prédictive. Donc la maintenance prédictive, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, il faut savoir que c'est quelque chose, une activité qui se réalise sur chaque produit. Ça se réalise à partir de signaux qu'on va avoir choisis, soit des signaux qui sont existants, qui font partie du design qu'on vient récupérer, soit des signaux qu'on choisit d'intégrer dans une conception, dans un design. Et la maintenance prédictive, le but du jeu, ça va être de déclencher une maintenance pile au bon moment, c'est-à-dire que le système, je vais savoir je vais savoir un peu en amont qu'il ne soit défaillant, justement que la défaillance arrive et ça va me permettre de le changer pile au bon moment sur chacun des produits. Donc ça, c'est vraiment la clé de ce qu'on peut faire en maintenance prédictive sans rentrer encore dans le détail de comment on le fait. Ici, un petit exemple d'une des parties des stratégies de maintenance prédictive qui sont possibles. Vous avez deux photos de deux composants électroniques, donc deux résistances, une à gauche et une à droite, et puis vous avez deux photos d'illustration qui se situent à gauche et à droite, que pour l'instant peut-être ne vous voyez pas le lien direct entre les deux. Donc je vais vous expliquer sur le premier. La partie de gauche, vous avez une petite résistance, donc CMS classique, avec un joint de brasure tout à fait classique sur une carte. Elle, c'est un petit peu notre référence. Et elle, ça va être, au niveau de l'image, on va l'appeler, la résistance mineure de fond. Donc c'est une mineure de fond. Et la résistance de droite ici, vous avez le même composant, mais avec un joint de brasure qui volontairement est beaucoup plus petit que la résistance classique. Vous voyez, il a une largeur qui est beaucoup plus fine, ce qui fait que ce composant, on sait qu'il va avoir une fiabilité bien moindre que celui-ci, notamment quand il va être soumis à des contraintes en cyclage thermique. Et on sait, par de la caractérisation amont, on sait de combien il est moins fiable que celui-ci. Donc ça va nous permettre finalement de suivre un composant qui va lâcher avant cet autre composant et d'être capable de, quand celui-ci lâche, de dire attention, mon système va bientôt lâcher et les composants du système qui sont assemblés classiquement comme ça vont bientôt lâcher. Donc lui, ce serait plutôt en image un canari. Donc c'est ce qui s'appelle un canari. Le canari ici pour l'image, c'est que en fait les mineurs à l'époque mettaient des canaris dans les mines parce que c'est un oiseau qui est beaucoup plus sensible à l'oxygène que les hommes et les canaris tombaient avant que donc c'était un système enfin un animal en l'occurrence qui était plus faible que les humains et donc il tombait avant les humains en cas de manque d'oxygène, donc ça permettait d'alerter, de détecter et d'alerter et de faire en sorte que les mineurs puissent évacuer la mine avant qu'il ne soit trop tard. C'est vraiment le principe du canari et qu'on peut utiliser ici dans cet exemple simple sur un petit composant électronique, mais on peut utiliser le concept sur des produits électroniques, sur d'autres technologies de composants qui pourraient être plus critiques, ou sur des batteries, le concept est aussi utilisable. Au niveau de la maintenance prédictive, pourquoi c'est utile? Parce que donc, je vous ai présenté tout ce qui est plan de fiabilisation, mais même si on a fait le meilleur travail possible, on a sur le terrain les défaillances, faut rester humble et savoir qu'elles peuvent toujours arriver, puisque donc là, en faisant l'analogie, comme tous les êtres humains, tous les systèmes, ils sont pas égaux d'un point de vue génétique. Donc, une petite image ici. On sait qu'il y a des personnes qui peuvent courir le marathon à 90 ans et être super performants. On sait aussi que malheureusement, il y a des personnes qui, à moins de 20 ans, ont un accident cardiaque. Donc ça, on est tous conçus pareil au départ. On a tous deux bras, deux jambes. Malheureusement, on n'est pas tous égaux d'un point de vue génétique. Les systèmes électroniques en général, c'est la même chose. Les lois d'accélération qu'on va utiliser pour définir nos essais de fiabilisation, elles sont imparfaites. C'est-à-dire que tous les facteurs qu'on utilise dedans, il y a des hypothèses et ça ne nous permet pas de garantir parfaitement la durée de vie des produits. Il y a toujours des hypothèses cachées derrière tout ça et il faut le savoir. Il faut savoir que c'est imparfait.
il y a sur le terrain des facteurs de stress ou des facteurs de risque qui peuvent ne pas avoir été pris en compte dans la fiabilisation. Et là, en l'occurrence, sur tout ce qui est produit de nouvelle mobilité, on sait bien que les utilisateurs peuvent être très très créatifs avec la façon d'utiliser les objets. Donc c'est difficile d'avoir toujours prévu exactement tout ce qui peut se passer dans la tête d'un utilisateur. On sait bien que les gens sont créatifs. Et puis enfin, le dernier point que j'ai choisi de souligner aussi, de mettre en gras, c'est qu'on fait souvent des essais au niveau sous-système et de qualification ou fiabilisation, peu importe le nom, au niveau de sous-système, le BMS d'un côté, les cellules de l'autre, et puis les essais au niveau système final intégré, ils ne sont pas forcément aussi riches, et malheureusement, il peut y avoir des interactions qui se passent au niveau du système final, et qui fait qu'on peut, à ce moment-là, quand on est sur le système final, avoir des mécanismes de défaillance qu'on n'avait pas vus précédemment au niveau sous-système. Donc tout ça fait que, malgré tout le travail de fiabilisation, il existe toujours des petits trous, parfois, dans les raquettes qui peuvent permettre à des défaillances d'avoir lieu sur le terrain. Et donc c'est le but de la maintenance prédictive, d'être capable d'adresser chacune de ces petits trous qu'il peut y avoir dans la raquette en monitorant en temps réel les systèmes sur le terrain. Et donc, en faisant cette maintenance prédictive, on est capable évidemment de réduire les coûts de maintenance parce qu'on va déclencher la maintenance pile au bon moment et on va donc optimiser la disponibilité des systèmes en surveillant donc en temps réel chaque numéro de série avec potentiellement la détectabilité de défaillances aléatoires. Donc, c'est un outil qui, sur le principe, est très très puissant. Et donc, pour conclure, je vais vous montrer un exemple de signaux qu'on a pu traiter dans le cadre d'un projet R&D sur des batteries qui servaient à des moteurs de drones. Donc, sur ces batteries-là, on a... donc là, ça n'est qu'une introduction. Je ne pourrais pas vous montrer toutes les étapes qui nous ont mené à ce résultat-là. Mais les étapes vont être sur ces batteries, d'abord de détecter par rapport au profil de mission quels sont les mécanismes de défaillance qui peuvent avoir lieu dans ces batteries, d'identifier ensuite ce qu'on appelle des précurseurs. Donc les précurseurs, c'est des signaux qu'on va volontairement choisir de suivre et qui vont nous permettre d'avoir une idée du type de mécanisme de défaillance qui est en cours et surtout une information sur l'état de santé du système. On va, une fois qu'on a fait ce travail théorique, définir des essais et réaliser des essais. Et ensuite, on va récolter les données et traiter ces données, notamment avec l'aide d'intelligence artificielle. Ici, sur cet exemple-là, vous avez un signal, un précurseur qu'on avait choisi d'utiliser sur le type de technologie de batterie qu'on avait à tester. En l'occurrence, c'est un signal de dérivée de la tension sur le courant pendant la charge. Peu importe le type de signal qu'on choisit de suivre, pour l'exemple, ça n'aura pas d'importance. Ici, sur cet axe-là, vous avez le temps de charge, donc, qui était en minutes, d'à peu près 1 heure sur cette technologie. Et puis ici, vous avez sur cet axe-là un nombre de cycles qui a été réalisé sur la batterie. Donc, vous arrivez à la fin à peu près à 800 cycles de charge-décharge sur cette batterie. Et vous avez ici une petite ligne qui vous représente le nombre de cycles à partir duquel on considère que la batterie fait plus son boulot puisqu'on a perdu plus de 20% de la capacité. Voilà un petit peu ce que ce graphe représente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le signal précurseur qu'on a choisi de suivre, il se déforme dans le temps et il se déforme avec le vieillissement de la batterie en question. Au départ, on a plusieurs vagues, on en a 3 ou 4 qui sont assez profondes et creusées. Et puis plus cette batterie-là va vieillir, plus les vagues sont faibles et atténuées. Et à la fin, on termine sur un signal plutôt plat. Donc ça, c'est la phase un petit peu essai laboratoire sur ces batteries. On va, à partir de ça, être capable de faire apprendre à des algorithmes, à partir de nos données, à quel moment la batterie, on la considère comme défaillante. Et une fois qu'on va avoir utilisé notamment du machine learning en ayant extrait les bonnes informations de ces données-là, on va être capable derrière, sur les systèmes terrain, en temps réel, uniquement en quelques secondes de charge, d'être capable de savoir l'état de santé de la batterie sur le terrain en temps réel, avec, encore une fois, je le redis, juste quelques secondes de charge. Ici, vous avez une courbe où il y a des charges entières, où il y a beaucoup d'informations, mais le principe a été utilisé et confirmé avec une démonstration qu'en quelques secondes, on avait suffisamment d'informations pour aller détecter l'état de santé de la batterie en temps réel sur le terrain, et du coup, d'être capable de dire, à ce moment-là,
je peux anticiper et gérer et dire que je ne peux faire encore que quelques missions avant de devoir intervenir sur les batteries et les changer et éviter tout phénomène tout problème pendant les missions qui arrivent. Donc c'est un projet qui nous a pris environ 3 ans de travail, où bien sûr il n'y a qu'une toute petite partie de ce qu'on a pu faire dessus. Mais c'est ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Et puis, par rapport à la maintenance prédictive, et puis donc pour conclure, par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, vraiment ce qu'on peut apporter, c'est la partie technologie physique de la défaillance, qui est l'ADN de Cerma Technologies. On a des compétences un peu multiples qui permettent d'apporter du support pendant le développement, pendant l'utilisation, pendant la réparation d'ensembles électroniques, de faire les bonnes analyses de risque. Et puis donc avec un accompagnement sur mesure en fonction des objectifs, des contraintes de projet, avec vous l'avez vu un petit peu par les exemples notamment de Céline, du matériel de pointe en termes de caractérisation matériaux, et puis aussi un aspect du coup plus théorique d'analyse de risque par rapport aux technologies des composants et par rapport à la création de plans d'essai dédiés. Et j'en ai terminé avec la présentation, j'ai pas trop regardé l'heure, il est 52, on a un petit peu dépassé. Désolé pour le petit retard, et Merci, je Vincent. vais laisser la parole à tout le monde pour les questions. Tu peux peut-être mettre la dernière slide avec nos coordonnées si Parfait, les exactement. Donc personnes présentes vous souhaitent nous aurez contacter. exactement. Vous aurez aussi accès à la présentation et vous aurez nos 2 contacts si vous le souhaitez. Merci Vincent et Céline. Et donc, s'il y a des questions, on a un petit peu de temps pour y répondre. Alors, on me dit que c'était très clair. Peut-être en attendant aussi, en attendant que des questions arrivent, juste une information donc, au niveau des appels à projets, puisque ça peut être un peu l'occasion. On attend prochainement l'ouverture de l'appel Coram donc, pour les projets filière automobile, avec une clôture prévue le 28 février sur des projets qui démarrent à 4 millions d'euros, monopartenaires ou collaboratifs. Ça peut être utile pour des projets d'électronique notamment, électronique mobilité. Et ensuite, on a des déclinaisons régionales pour des projets qui peuvent être moins ambitieux. Est-ce que, Monsieur Martin, ce serait possible de nous envoyer le cahier des charges pour qu'on puisse un petit peu regarder cet appel, si vous voulez? Oui, alors je pourrais vous envoyer le cahier des charges de la version de l'an dernier, puisque la version 2024 n'est pas encore publiée, donc c'est une information un peu en off que je vous donne. On attend par contre qu'il soit publié incessamment sous peu. D'accord, merci. Ok. Alors, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la répartition des projets électroniques que vous suivez en termes de secteur d'activité entre la défense, les nouvelles mobilités, du consumer? Aujourd'hui, ouais, je suis toujours mon micro. Oui, oui. Donc, je regardais si mon micro était toujours OK. C'est vraiment c'est un petit peu comme au départ où, alors il n'y avait pas forcément la répartition dans les slides, il y avait juste l'aspect multisecteur. Il y a, je pense, en ferroviaire, je dirais, sur l'électronique, peut-être 20 ou 30% sur du ferroviaire chez nous. Au niveau de l'activité fiabilité, je parle pas, je n'ai pas la vision complète de toutes les activités CERMA, mais au niveau de la fiabilisation de l'électronique, à peu près 20-30% en ferroviaire. On a quand même beaucoup d'industriels aussi sur des produits aussi qui peuvent être type cigarettes électroniques ou ce genre de choses sur lesquelles les gens se posent aussi des questions de fiabilité, qui sont des produits consommateurs classiques. On a
peut-être, je dirais une vingtaine de pourcents aussi sur ces produits un petit peu nouveaux, comme des skateboards, on a eu. Des vélos électriques, on en a pas mal. Des BMS de vélos électriques, c'est vraiment un sujet qui représente pas mal de nos activités. On a de l'automobile, évidemment, aussi. Peut-être une vingtaine de pourcents. C'est vraiment, puis du médical aussi. C'est sur la fiabilisation, on est vraiment, on touche un peu à tous les domaines et il n'y en a pas un qui sort plus du lot qu'un autre. Merci. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si je résume, hein, grosso modo, ce que vous avez dit, c'est que un produit électronique bien conçu, finalement, in fine, ça fait quand même gagner du temps plutôt que de devoir intervenir derrière en pompier. Enfin, on voit que c'est quand même assez complexe, qu'il y a beaucoup de Ouais, c'est paramètres ça. à prendre en compte. Et donc avoir un partenaire qui a l'habitude de ces développements et qui a l'habitude, enfin qui a en tout cas un process bien rodé pour développer ses produits, c'est quand même fondamental. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, comme j'essayais de le dire aussi, on peut vraiment intervenir, quel que soit le projet, la structure du projet, en phase vraiment très amont, si les équipes conçoivent le système, mais aussi en phase pendant les, c'est-à-dire que des équipes qui ne concevraient pas et qui ne seraient qu'utilisateurs, on peut aussi intervenir en analyse de risque sur les produits qu'ils vont acheter, par exemple, pour intégrer et concevoir un produit final. C'est aussi des choses qu'on peut faire avec, cibler les risques et les essais qu'il faut faire pour avoir le moins de problèmes possible sur le terrain. Mais on le voit tous les jours aux informations, des problèmes sur des produits terrain, ça arrive régulièrement, donc il y a du travail. Nous gagnons Très du bien, temps, mais aussi de l'argent. Ça coûte toujours cher exactement. de faire des analyses de défaillance, des recherches de causes racines et résoudre les sujets par la suite. Tout à fait. Sans parler des coûts masqués, notamment réputationnels, lorsque Tout vous à fait, mettez sur tout le à fait, marché ouais. un produit qui Oui. n'est pas fiable. Exactement, exactement.